Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Vendredi 19 janvier, voici les titres de cette édition. La toute première promotion des opticiens sur le marché du travail au Cameroun. Ils sont 22. Ils recevaient ce jour leur diplôme de fin de formation à Yaoundé. La rédaction saisit l'opportunité pour interroger un métier déjà envahi par des pseudo-professionnels. Le dossier de la rédaction à suivre en début de ce journal. Les adieux de la nation à Victor Yeneo Somba, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, a entamé ce jour son dernier voyage vers l'éternité. La levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé a mobilisé plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires. Championnat d'Afrique des Nations de football Maroc 2018, les Lions A' redescendent dans l'arène demain samedi face à l'Angola. Après la défaite enregistrée lors de la première sortie, les poulains de Rigobertson n'ont plus droit à l'erreur. On fait le point dans la tanière vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Les pionniers de la profession d'opticien formés au Cameroun sont connus. Les 22 lauréats qui constituent cette première promotion ont reçu leur diplôme ce matin des mains du représentant du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il leur a été recommandé rigueur et professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Lucie Colette Avoulou. Ces lauréats sont issus de la toute première promotion de la validation des acquis de l'expérience au Cameroun en optique lunetterie. Ils étaient 50 au départ à concourir et 22 seulement ont été admis. Après avoir obtenu ma licence à l'université de Yaoundé 1, je me suis rendu à Valdos Optique où j'ai été formé. Je me suis donné à fond et aujourd'hui, je soutiens. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans. Ces spécialistes sont le fruit d'une convention de partenariat signée entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et l'Ordre national des opticiens. Si nous nous retrouvons là aujourd'hui, cela manifeste clairement la volonté du gouvernement à accompagner le secteur de la santé dans sa globalité, notamment ce secteur de l'optique lunetterie. Nous avons remis ce diplôme suite à une session de valorisation des acquis de l'expérience. Il s'agit d'un processus qui respecte un certain nombre de canons. Ils ont été mis en situation professionnelle, c'est-à-dire en situation d'exercice du métier, pour s'assurer que, effectivement, ils détiennent ces compétences et qu'ils sont capables d'exercer le métier. L'obtention du diplôme de qualification permet déjà de fixer le cap. Mais il reste encore un palier à franchir, celui de l'exercice du métier en bon professionnel. Et cette cuvée en a visiblement les moyens. On vient de le voir, l'opticien est un professionnel justifiant d'une formation dans le domaine. Il le faut bien pour exercer le métier, pour fabriquer et vendre des instruments d'optique. Mais au-delà de la formation, il faut également pouvoir s'installer dans des structures adéquates, des préalables et bien d'autres que nous présente ici Agnès Solange-Abessolo. Bienvenue dans l'univers passionnant des verres oculaires. Ici, déjà taillés de manière à rendre la vue nette et distincte. On vérifie la dioptrie qui est le numéro en passant par là. Puis on a les différents numéros. Pour en arriver à ce résultat remarquable, il faut un matériel de pointe, des verres oculaires bien sûr, mais surtout des mains habiles et une expertise établie d'un opticien. Une fois que l'ophtalmologue a fini son travail, il confère le patient chez l'opticien. Et l'opticien, à son tour, essaie de réaliser avec le patient la prescription qu'a faite l'ophtalmologue. Francis a 12 ans d'expérience dans ce métier. 12 ans qu'il taille, monte et vend les lunettes optiques. Avant de s'installer, il faut être diplômé. Après la sortie, il faut s'inscrire à l'ordre des opticiens. Donc après, vous avez peut-être 2 ans, puis il faut travailler pour pouvoir exercer vous-même maintenant sur le terrain. Donc vous aurez l'agrément maintenant délivré par le ministre de la Santé publique. Son entreprise emploie aujourd'hui 3 personnes, pas plus. Pourtant, il reconnaît qu'il faut ramer pour s'en sortir. On peut être rentable peut-être au bout de 2 ans parce qu'il y a un investissement qu'il faut faire d'abord. Parce qu'il faut acheter d'abord des stocks de marchandises, de montures, avoir peut-être un petit stock de verre, avoir des mobiliers. Un mobilier, il faut payer un loyer, il faut payer des machines pour pouvoir travailler. Donc il faut un investissement quand même, peut-être même de
un peu 2-3 millions au départ. Un univers captivant de professionnels avec pour héritage les formes, ici conservées par de nobles praticiens. Au nom d'un nouveau look, la paire de lunettes acquise chez l'opticien du coin de la rue fait l'affaire de plusieurs Camerounais. Une parade pour une clientèle au pouvoir d'achat réduit, une véritable aubaine pour les acteurs du secteur, des pseudo-opticiens qui, à Yaoundé, ont investi l'avenue Kennedy et sillonnent les rues du centre-ville afin d'écouler leurs marchandises qui n'est malheureusement pas sans conséquences. Daniel Menanga scrute à la loupe le secteur. Prescription de lunettes médicales au coin de la rue. Les opticiens ambulants se font discrets devant la caméra, conscients de la clandestinité de leur activité. Daniel veut s'acheter une paire de lunettes. Ceux qui sont en route vendent simplement des lunettes. Venir chez l'opticien est bénéfique à tous les niveaux pour moi. Ils sont entraînés pour ça, ce sont des opticiens. Ils sont entraînés pour la cause, ils connaissent mon besoin, ils vont répondre parfaitement à la prescription que l'ophtalmologue m'a donnée. En fait, l'opticien lunetier est un auxiliaire de santé. Son rôle, améliorer, maintenir, restaurer et protéger la vision, toute une école. Les lunettes médicales, c'est comme les remèdes compressés et qu'ils ont une posologie qu'on doit prendre. Donc vendre les lunettes à la rue, ce serait comme si on vendait les médicaments à la rue. Mais le commerce des lunettes médicales continue de prospérer chez les vendeurs à la sauvette. Tout un réseau s'est créé. Les opticiens qui sont formés pour le Cameroun, on en manque même déjà. Donc la majorité qui sont formés sont dans les cabinets d'optique. Les clients des lunettes au coin de la rue trouvent satisfaction dans les coûts. Les conséquences, ils les payent au prix fort de leur vue. Nécrologie dans ce journal, Victor Yene Osomba, secrétaire général de l'Assemblée nationale, a entamé ce jour son voyage vers l'éternité. La levée de corps de ce haut commis de l'État a eu lieu à l'hôpital général de Yaoundé. Elle était suivie d'un hommage à l'Assemblée nationale et d'une messe pontificale en la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Involier. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et du Parlement ainsi que de nombreux collaborateurs. Le reportage de Claristan. La qualité des présences à la morgue de l'hôpital général Yaoundé ce jour traduisait à suffisance la qualité et la valeur de l'illustre disparu. Ils sont venus en nombre, les membres du gouvernement, dont le banc en ce lieu affichait presque complet, les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale, avec en bonne place les hauts responsables de l'auguste chambre, les membres du cercle des Amis du Cameroun, les CERAC, les amis, les collaborateurs, la famille, tous ont tenu à être présents pour ce voyage sans retour entamé par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Victor Yene Osomba. Et à tous, l'archevêque métropolitain de Yaoundé rappellera que la mort n'a pas le dernier mot sur l'homme, que la mort de Victor, pleine d'engagement à tout niveau, aide chacun à repenser ce qu'il est. L'hommage aux disparus s'est poursuivi au palais de l'Assemblée nationale où l'émotion était à son comble. Précédé par la gerbe de fleurs du couple présidentiel, accompagné par sa veuve éplorée, Claire, Victor Yene Osomba a fait sa dernière entrée dans la salle des portraits de l'institution, cette fois portée par ses huissiers, une procession bouclée par les responsables du cabinet du chef de chambre et les proches collaborateurs du regretté secrétaire général. Sous la conduite du clergé, dans le recueillement et la dignité, les élus, l'ensemble du personnel de l'institution ont élevé l'âme du défunt à l'éternel. C'était un patron compréhensif, c'était un patron qui prenait toujours la peine d'écouter ce que vous lui proposiez comme solution. C'était un patron auprès duquel moi personnellement j'ai beaucoup appris. Un homme très gentil, très sympathique, travailleur. Au niveau des relations, il avait de très bonnes relations avec le Sénat. C'était un homme calme, un homme pondéré, un homme réservé, un homme à l'écoute. J'ai un très grand souvenir de ce grand commis de l'État qui est le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Yene Osomba Victor. Vraiment, ce monsieur m'a beaucoup marqué. Je suis parti de Yaoundé spécialement pour venir assister aux obsèques de ce monsieur. Vraiment, je suis très reconnaissant. J'ai pris tout Dieu tout-puissant de l'accompagner.
Le second tableau, généreux, pudique, mais d'une forte charge émotionnelle, s'est refermé au palais de l'Assemblée nationale et la dépouille a été transférée à la basilique Marie-Reine des Apôtres pour une messe pontificale très courue, dite par l'évêque émérite Athanase Bala, entouré d'un collège de prêtres qui relèvera, pour le souligner, qu'à 70 ans, Victoriano Somba achève son parcours sur terre au service des autres et de l'État. Que le Seigneur se souvienne de son fils et lui donne la paix. Il sera inhumé à Etoa, son village natal. Nécrologie encore dans ce journal. Benjamin Massing en route pour l'éternité. L'ancien lion indomptable sera inhumé ce week-end à Sombengue dans le département de la Sanaga-Maritime. Le monde du sport et de la politique s'est joint aux autres proches pour les adieux au défunt lion, dont la mise en bière a eu lieu ce vendredi à Edea. Le reportage de Luc Perry-Wandi, CRTV Littoral. À la morgue du centre médical des entreprises de la Sanaga à Edea, il n'y avait pas assez de place pour les nombreux badauds et les personnalités du football camerounais venus en masse participer à la mise en bière de Benjamin Massing avec en bonne place l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, Joseph-Antoine Bell, Ernest Ebonguet et bien d'autres artisans de l'épopée des Lions indomptables à la Coupe du Monde italienne de 1990. Et lorsqu'arrive le moment d'installer le corps inerte de l'ancien lion indomptable au milieu du stade municipal d'Edea où Benjamin Massing a fait ses premiers pas de footballeur, Emmanuel Koundé, Michel Kaham et autres Edmond Enoka sont sans voix. C'est très bouleversant, c'est très douloureux. Massing Benjamin était devenu mon frère, c'était même plus un ami parce que toutes les fois qu'il passait à Douala, c'est chez moi qu'il dormait. Ayant côtoyé beaucoup d'années, peut-être j'en oublierai beaucoup. Mais le souvenir que j'ai de Benjamin, c'est que c'était un gars loyal déjà, franc et intègre. C'est quelqu'un qui a marqué le football camerounais et a joué avec la fameuse équipe qui a fait honneur du Cameroun à la Coupe du Monde 90 en Italie. Donc c'est une référence pour le football camerounais. Chef du quartier d'Amour à Edea, l'ancien footballeur reconverti à la gouvernance du football local avait plusieurs cordes à son arc. Toute une vie au service du foot et des hommes qui le lui ont bien rendu à l'occasion de ses obsèques. Après la veillée de ce soir, l'ex-sociétaire d'Olympique de Volier et Diamant de Yaoundé sera inhumé samedi à Sombengue, dans le département de la Sanaga-Maritime. Le réseau des instances africaines de régulation de la communication exprime son satisfecit au terme de la visite de travail qu'elle a achevée ce jour au Cameroun. Pendant 5 jours, les membres du réseau ont rencontré les officiels et les associations socio-professionnelles pour un plaidoyer sur la nécessaire régulation des médias et pour une pleine autonomie des instances de régulation. Le reportage de Oswald Medou. 5 jours pour parler de la régulation dans le secteur de la communication. 5 jours pour rallier à la cause du Conseil national de la communication, les politiques et les professionnels locaux du métier. Contrat rempli pour la mission de la délégation du réseau des instances africaines de régulation de la communication. À tous les niveaux, d'abord au niveau des organisations professionnelles de presse, nous avons reçu un accueil favorable. Le ministère de la communication, qui gère un certain nombre de prérogatives liées à la presse, était favorable. Le Premier ministre nous a le plus épatés. Nous étions également avec le ministre de l'administration territoriale qui gère un certain nombre de compétences, notamment les questions de liberté. Véritable moment de partage, le Bénin, aux côtés du Maroc, du Togo et du Niger, a mis à contribution son expérience de pionnier en matière de régulation de la presse sur le continent. Nous sommes le pays qui a commencé la régulation depuis 1990 à la faveur de la conférence nationale. Notre organe de régulation est l'organe de référence parce que nous avons toutes les attributions qu'il faut pour un régulateur, notamment l'autonomie, notamment le fait que c'est une institution constitutionnelle, notamment parce que nos décisions sont exécutoires. Et le Conseil national de la communication d'afficher sa satisfaction au bout d'une mission mutuellement bénéfique. Ils partent avec une très bonne impression et nous aussi, après avoir appris tout ce qu'ils ont dit, nous avons le soutien particulièrement du gouvernement. C'est quelque chose que avant le gouvernement n'est pas venu pour nous dire qu'on vous soutienne. De quoi envisager avec plus de sérénité l'avenir.
Pendant les 5 jours qu'aura duré leur mission intercamerounaise, les membres de la délégation du RIAC ont su baliser le chemin pour leur institution certes, mais aussi pour le Cameroun qui en assurera dès décembre prochain la présidence. La grande enquête ce soir nous transporte dans une véritable nébuleuse, le circuit d'approvisionnement de la drogue en milieu scolaire. Un réseau de distribution a été identifié à Yaoundé. Il est alimenté entre autres par des petits commerçants. Le mal est profond et impose la vigilance des responsables d'établissements, de la communauté éducative et même celle des pouvoirs publics. Pierre Binambarga a mené l'enquête. Le phénomène est sérieux, la situation préoccupante, les dommages graves et profonds. La consommation de la drogue en milieu scolaire, le cannabis, le tramol, le banga. Les dénominations sont nombreuses, se retrouvent à l'intérieur des campus par des réseaux maîtrisés par certains experts. Nous avons 2 pistes. La première, c'est celle des vendeurs de bonbons et la deuxième piste, c'est ces individus, parfois âgés, et dont la mine ne présage pas ou alors ne prédispose pas à ce genre de pratiques. À proprement parler, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons les réseaux. De temps en temps, on attrape certains de nos élèves avec le tramol. La drogue dans les lycées et collèges cause de sérieux ravages. La drogue, c'est une substance chimique énergique qui est néfaste pour la jeunesse car elle nous entraîne à faire certaines choses qu'il ne faut pas faire. Vous devenez en fait inapte, vous êtes dans l'incapacité, vous ne pouvez plus rien faire en fait. Le mal est grave, des élèves très nombreux d'ailleurs maîtrisent les travers et les revers de la calamité. Chaque matin, je prie l'Éternel afin qu'il me protège de ce fléau qui mine notre société et j'invite aussi tous mes camarades, élèves à faire de même. Dans les établissements, pour atténuer le drame, la fouille est systématique et le règlement de compte sans pitié est appliqué dans sa dernière rigueur. On procède par les fouilles systématiques des sacs. Et parfois quand ils prennent ces drogues-là, ils tombent. Il y a aussi des élèves dealers, c'est-à-dire les distributeurs. Ceux-là sont d'office renvoyés. Pour ceux qui sont des apprentis consommateurs de tramol et de drogue, eh bien, nous les envoyons engager un traitement. Le gouvernement est sur le sujet pour tordre le cou au phénomène. 34 belles récompenses pour une vingtaine de personnels du fonds routier, une grande première pour les agents de cette structure étatique qui recevaient ce jour des médailles d'honneur de travail en argent, vermeil et or. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a invité ces médaillés du jour à demeurer des modèles et à continuer à œuvrer pour la bonne marche de la structure qui les emploie afin de toujours bénéficier de la confiance de la hiérarchie. Je vous invite à présent à faire plus ample connaissance avec cette structure étatique chargée de centraliser les ressources financières destinées à l'entretien et à la réhabilitation des routes. Le fonds routier espère collecter 60 milliards de francs CFA cette année. Parmi les défis, l'autonomisation des pesages routiers et la réhabilitation des principaux axes. Le point avec Alvin Gizelzi. Les postes de péage au Cameroun sont en déphasage avec les exigences de la modernité. Les opérations de fonds sont manuelles, ce qui pose un problème de contrôle et de sécurité des ressources. Fort heureusement, le gouvernement a pris la pleine mesure de la situation. Le processus d'automatisation des péages est en bonne voie. Une commission a été commise, comme vous le savez, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt, il y a eu 14 soumissions et la commission créée est en train de sélectionner lesquels parmi ces soumissionnaires vont être appelés à déposer des offres dans le cadre de l'automatisation de 14 postes de péage pour 2018. On place aussi des chantiers de 2018, l'entretien, la réhabilitation et la prévention routière. Le fonds routier espère pour cela collecter près de 60 milliards de francs CFA. Douala et Denao, c'est la nationale 3. Nous sommes dessus. On a aussi Ngaoundéré,
Garoua, Maroua, Maroua, Kousseri. On a aussi Yaoundé, Bafoussam en partie. Yaoundé et Bolova Kiosi qui sont dans le portefeuille du fonds routier pour 2018. Créé il y a 22 ans, le fonds routier est aussi attendu sur les chantiers de la CAN 2019. 5 à 10 milliards de francs CFA sont mobilisés pour faciliter les déplacements pendant la grande messe du football. Le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun était cet après-midi l'hôte du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, et son Excellence Rowan James Laxton ont évoqué des questions d'intérêt commun en vue de renforcer davantage la coopération riche et fructueuse entre les deux États. Cette première visite de courtoisie du haut-commissaire de Grande-Bretagne a permis aux deux personnalités d'échanger également sur l'importance de la communication au Cameroun et dans la diplomatie. Cameroun, États-Unis, cette fois de nouvelles perspectives de coopération en vue. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique était ce vendredi l'hôte du ministre de l'Environnement. Son Excellence Peter Henry Ballerin et Ailé Pierre ont échangé sur le nouvel élan qu'ils souhaitent apporter à cette coopération riche et fructueuse qui existe déjà entre le Cameroun et les États-Unis. Augustin Bichoka. Cette audience d'une demi-heure accordée à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun par le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable s'inscrit dans les usages diplomatiques qui prescrivent à un nouvel ambassadeur de prendre langue avec les autorités du pays où il vient d'être accrédité. La visite de courtoisie de son Excellence Peter Henry Ballerin au ministre Ailé Pierre était l'occasion pour les deux personnalités de revisiter les actions de partenariat développées par les États-Unis d'Amérique. La transaction s'est déroulée sous le regard des officiels du ministère du Commerce. Elvis Ninangalim était à Bokito. C'est
Célébration du cacao à Bokito dans le Mbam et Enugu. À l'honneur, plus de 200 tonnes de cacao font l'objet de ce grand rassemblement. Stocké dans ce centre de groupage, la vente groupée de ce jour permet une harmonie commerciale entre producteurs et acheteurs, mais aussi une amélioration des revenus de ces agriculteurs. Quand on vend groupé, on gagne mieux. Lorsqu'on est seul, tu es à la merci des coxeurs. Parce que lorsqu'ils pèsent ton cacao, d'abord la balance est fausse, il y a les réfractions et le prix n'est pas légal. Le prix n'est pas légal, c'est vrai, mais reste tout de même l'élément clé de cette opération. La vente a été organisée dans de très bonnes conditions. Les débats se sont déroulés en toute transparence et de manière publique. Le prix le plus élevé s'est arrêté à 810 francs pour l'instant. En conclusion, c'est 815 francs le kilogramme de cacao qui est le prix arrêté par l'ensemble des producteurs au terme de ces échanges. Une augmentation du prix du cacao qui satisfait l'ensemble des parties prenantes, même si ces producteurs de Bokito demandent en plus au gouvernement la construction des routes et le matériel roulant afin de mieux commercialiser leur cacao pour que le Mbam demeure le grand producteur de cacao. En tout cas, la crise dans les ventes du cacao est bien réelle. La morosité de cette fin de saison tranche avec la décennie de prospérité qui l'a précédée. Le cacao ne s'est pas toujours aussi mal vendu. Certains ont su réinvestir leurs bénéfices. Le village Mbembe dans l'océan en est la parfaite illustration. Il s'est transformé peu à peu en une ville avec un minimum d'infrastructures urbaines pour retenir la main-d'œuvre employée dans les plantations. Le reportage de Serge Atanganabiso. Ils ont Canal Sat juché sur une hutte en planche. Et ce n'est pas banal. On peut boire une bière fraîche au retour des champs, table et fauteuils plastiques, à l'abri du soleil ainsi. Et une supérette, celle de cette ville au village, propose les mêmes biens et services que dans une cité verte à Yaoundé ou dans une SIC Bonamoussadi à Douala. Il suffit toutefois de faire attention. Sur les étals de la boutique, certains produits particuliers. Le cacao décliné en friandises, beurre ou poudre chocolatée. Respect. Le saut à pieds joints dans la civilisation, c'est grâce à lui. Nous avons approché certaines compagnies de téléphonie mobile. Avec nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une flotte. Ce qui permettra d'abord à tous mes coopérateurs de commencer à s'appeler leur famille comprise moins cher. Nous avons rencontré des compagnies d'assurance. Nous sommes même en train d'aller même plus loin en regardant aussi une société de cimenterie pour que nous puissions aussi dire que bon d'accord, venez construire chez nous. Nous on a quand même le cacao, on va payer petit à petit. Il n'y en a d'ailleurs que pour le cacao dans les plantations alentours. 500 producteurs réunis, plus de 1000 hectares plantés. La saison n'a pas toujours été morose et sèche comme celle-ci. On sort quand même de 10 ans de prospérité où le cacao s'est parfois vendu 2000 francs le kilo. Beaucoup ont fait la cigale de par le pays. Eux sont restés fourmis. On n'achète pas le terrain. La Sodecao a déjà donné à notre coopérative environ 800 000 plants qu'on a redistribués entre les planteurs, quasiment gratuitement. On ne paye pas l'impôt. Qui va me dire que le cacao n'est pas rentable? Nous, on a cette richesse. Il faille juste qu'on fasse comprendre que nous-mêmes, les cacaoculteurs, devons changer de mentalité. Dans tout ce que le village Mbébé montre aujourd'hui, il faut voir à la fois l'effort de la communauté et le leadership d'un homme. Son père ne lui a pas montré le village, citadin viscéral, craignant la sorcellerie. Était-ce un mal ou un bien? Le fils fait reposer le père aujourd'hui dans un décor que même ses rêves les plus fous n'auraient jamais dessiné. Il y a une leçon à tirer. Dans la suite du journal, la page des vœux, les forces armées invitées à plus de vigilance en 2018 afin de garantir la paix et la sécurité des Camerounais. L'appel du général de corps d'armée René-Claude Meka qui recevait ce jour les vœux de nouvel an de la grande famille militaire réunie au ministère de la Défense. D'autres précisions dans ce reportage de Dieudonné Zra.
Cette cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, René-Claude Demeka, était surtout l'occasion de dresser le bilan d'une année 2017 marquée par une maîtrise rapide de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie à l'insécurité. La situation se présente de manière positive puisqu'il y a de moins en moins donc, de cas d'approchage. Cependant, étant donné que les sécessionnistes ont trouvé refuge dans un pays voisin, nous devons être sur nos gardes. Occasion pour le major général Hector Tchemo, dans le discours bilan, de formuler une doléance pour le renforcement des capacités opérationnelles des hommes sur le terrain, notamment à l'extrême nord, dans la lutte contre Boko Haram. Quant au défi majeur de l'année en cours, le général de corps d'armée René-Claude Demeka martèle aux forces de défense qu'il faut aller jusqu'au bout de la mission de maintien de la paix et de la préservation de l'intégrité du territoire national. L'année 2018, baptisée année de la protection sanitaire des petits ruminants au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, annonce faite également ce jour par le Dr Taiga qui recevait les vœux de Nouvel An des personnels de son ministère. Valérie Haïda. Le Cameroun, terre d'élevage, ne laissera pas la peste des petits ruminants dévaster ses chèvres et ses moutons. Le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales entend mettre l'accent cette année sur la vaccination de ces bêtes. Moi, je déclare solennellement au ministère de l'élevage 2018 comme l'année de protection sanitaire du petit bétail. J'invite donc tous les producteurs de moutons et chèvres à faire vacciner entièrement et complètement tous leurs troupeaux. 2017 était une année riche en réalisations, a dit le secrétaire général de ce ministère, Jaji Manou Guidado. De nombreux programmes ont été bien menés avec des résultats probants. Des résultats obtenus grâce à la participation des personnels, des producteurs et éleveurs. Tous ont été félicités par le Dr Taiga en même temps que de nombreux récipiendaires des médailles d'honneur et du travail. Fin des enregistrements des victimes du train 152 de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka à 24 heures de la clôture des formalités. 150 personnes sont enregistrées et en règle dans la région de Douala. Elles aspirent toutes à la dotation spéciale du chef de l'État. Plus de précisions sur la situation à Douala avec Marie-Gabrielle Feugue. Sur les 889 sinistrés de l'accident ferroviaire d'Ezeka du 21 octobre 2016, seulement 152 s'étant fait enregistrer dans la région du littoral pourront recevoir la dotation spéciale à eux allouée par le chef de l'État. À ce jour, 140 dossiers ont été réceptionnés. Concernant les ayants droit, là il faudrait le dire comme ça, les ayants droit des personnes décédées, nous avons reçu à ce jour 14 dossiers. Et enfin les ayants droit des personnes disparues, nous en avons recensé jusqu'à ce jour 2 dossiers. À 24 heures de la clôture des enregistrements liés à la dite dotation, certains sinistrés en règle, à l'instar de ce veuf, attendent impatiemment que la dite dotation leur soit remise. Bon nombre d'ayants droit sinistrés de l'accident ferroviaire d'Ezeka, en raison de l'absence de documents officiels requis, ne pourront prétendre recevoir la dotation spéciale du président de la République. D'autres difficultés sont liées à l'enregistrement des sinistrés venus de l'étranger et des autres régions du pays. Il y a eu des cas où les ayants droit étaient ayants droit de plusieurs, environ 4, 5, 6 personnes décédées. L'autre difficulté, c'est nous avons reçu certains Camerounais qui ne sont pas résidents de la région du littoral. Ils viennent d'autres régions, des régions sœurs comme le sud-ouest, la région du sud, la Damawa pour certains cas. Et il y a aussi eu des personnes qui sont venues même de l'étranger. Bien évidemment, à ce niveau, il était question que ceux-là déposent leur dossier dans les représentations diplomatiques. En rappel, l'opération d'enregistrement des sinistrés du crâne d'Ezeka, qui a duré 3 mois, s'achève ce 20 janvier 2018.
Ce communiqué du ministre chargé de mission à la présidence de la République, Victor Mengot, parvenu à notre rédaction. Communiqué relatif au lancement demain, samedi 20 janvier, à Manfé dans la Magnou, d'une section de solidarité en faveur d'une action de solidarité en faveur des personnes déplacées du fait de la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. La cérémonie s'ouvrira par un service religieux pour amener la paix et la quiétude dans les esprits. À présent, les rendez-vous culturels du week-end. Si vous avez des envies de sortie ce soir, le Bois d'Ébène Cabaret annonce sur la scène Calvino Locon. Et puis demain, samedi, retrouvez Salignolo et Pamela Badjogo à Yaoundé pour un concert inédit. Ce même samedi, Mathématiques de Petit Pays et Ange et Bourgoé-Méran seront également de sortie ce week-end. L'affiche culturelle du week-end est signée Inès Magou. Les amoureux de la culture seront servis ce week-end. Ce vendredi déjà, l'artiste Calvino est l'invité du Bois d'Ébène Cabaret de Yaoundé dès 23h. Le guitariste revisitera quelques-uns de ses tubes à succès pour le plaisir des mélomanes. Ce samedi dès 19h, Saline Niolo, artiste emblématique de la scène camerounaise, fera une prestation inédite à l'Institut français du Cameroun pour rendre hommage à la gente féminine. Elle sera accompagnée de l'artiste gabonaise Pamela Badjogo, finaliste du prix RFI 2016. Du côté de Douala, Mathématiques de Petit Pays donnera un show ce samedi pour présenter son dernier single intitulé Battle. La fête aura lieu à la place Saint-David de Bonanjo à partir de 20h. Et pour finir le week-end en beauté, ce dimanche, le patriarche du Bikoti, Ange Bogo et Méran, est l'invité spécial de la Sanza Night Club. Les mélomanes pourront aller se trémousser de ce côté-là dès 22h. Vous êtes servis, bon week-end. En sport, championnat d'Afrique des Nations de football, Maroc 2018, c'est la veillée d'armes dans la tanière. Les Lions indomptables A' affrontent l'Angola demain samedi. Le coach Rigobert Sambanac et ses poulains promettent une victoire pour se relancer dans la compétition. Prenons les dernières nouvelles des Lions A' dans ce reportage de Jean-Cyriac Bessé, envoyé spécial de la CRTV au Maroc. Pas de place pour la rigolade dans les rangs des Lions indomptables A'. La dernière séance d'entraînement de l'équipe camerounaise s'est déroulée dans la concentration. Preuve que les Lions sont conscients qu'une défaite est interdite face aux Palancas Negras d'Angola ce samedi à Agadir. En conférence de presse d'avant-match, toutes les interventions camerounaises transpiraient la détermination. Ça va être un autre match. Et ça va pouvoir nous donner, je pense que la chance aussi va nous sourire, parce qu'en football, on a eu plus d'occasions, c'est des bas transversales, c'est le poteau, et je pense que demain ça va être un autre jour où il y aura peut-être un peu plus de réussite, c'est qu'on le souhaite. Donc je pense que demain, on aura quand même l'opportunité de voir des filets trembler, et j'en suis convaincu. Match contre l'Angola, en gagnant ce match, on aura un moral de plus pour affronter le Burkina. Et je crois bien qu'avec ça, ça ira. Les choix, c'est le coach qui les fait et nous sommes un groupe. Nous sommes là pour soutenir les restes. Nous sommes 23 joueurs et prêts à jouer. Donc, peu importe qui joue, demain, il faut gagner le match, c'est tout. Juste avant Rigobert Sambanac et ses poulains, l'entraîneur angolais a reconnu face à la presse la supériorité camerounaise sur le papier avant de conclure que la balle est ronde pour tout le monde. La deuxième journée de compétition dans le groupe D
va sans doute laisser entrevoir les grandes tendances de qualification pour le deuxième tour. Dans la tanière, les Lions A' du Cameroun ne jurent que par la victoire. Un bon signe. Cameroun-Angola demain samedi 17h30, match que vous pourrez suivre en direct sur la CRTV. Journal préparé avec la collaboration de Oswald Medon. Prochain rendez-vous avec les formations sur la CRTV, c'est à minuit. Vous serez en compagnie de Irène Dianafouda et de Caroline Auquier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un journal bilingue dès 20h. Bonsoir. Travailleur, au niveau des relations, il avait de très bonnes relations avec le Sénat. C'est un homme calme, un homme pondéré, un homme réservé, un homme à l'écoute. J'ai un très grand souvenir de ce grand commis de l'État et le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Yéné Osomba Victor. Vraiment, ce monsieur m'a beaucoup marqué. Je suis parti de Ngaoundé spécialement pour venir assister aux obsèques de ce monsieur. Vraiment, je suis très reconnaissant. J'ai pris tout Dieu tout-puissant de l'accompagner. Le second tableau, généreux, pudique, mais d'une forte charge émotionnelle, s'est refermé au palais de l'Assemblée nationale et la dépouille a été transférée à la basilique Marie-Reine des Apôtres pour une messe pontificale très courue, dite par l'évêque émérite Athanase Bala, entouré d'un collège de prêtres qui relèvera, pour le souligner, qu'à 70 ans, Victor Yéné Osomba achève son parcours sur terre au service des autres et de l'État. Que le Seigneur se souvienne de son fils et lui donne la paix. Il sera inhumé à Etoa, son village natal. Nécrologie encore dans ce journal. Benjamin Massing en route pour l'éternité. L'ancien lion indomptable sera inhumé ce week-end à Sombengue dans le département de la Sanaga-Maritime. Le monde du sport et de la politique s'est joint aux autres proches pour les adieux au défunt lion, dont la mise en bière a eu lieu ce vendredi à Edea. Le reportage de Luc Perry-Wandi, CRTV Littoral. À la morgue du centre médical des entreprises de la Sanaga à Edea, il n'y avait pas assez de place pour les nombreux badauds et les personnalités du football camerounais venus en masse participer à la mise en bière de Benjamin Massing avec en bonne place l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, Joseph-Antoine Bell, Ernest Ebonguet et bien d'autres artisans de l'épopée des Lions indomptables à la Coupe du Monde italienne de 1990. Et lorsqu'arrive le moment d'installer le corps inerte de l'ancien lion indomptable au milieu du stade municipal d'Edea où Benjamin Massing a fait ses premiers pas de footballeur, Emmanuel Koundé, Michel Kaham et autres Edmond Enoka sont sans voix. C'est très bouleversant, c'est très douloureux. Massing Benjamin était devenu mon frère, c'était même plus un ami parce que toutes les fois qu'il passait à Douala, c'est chez moi qu'il dormait. Ayant côtoyé beaucoup d'années, peut-être j'en oublierai beaucoup. Mais le souvenir que j'ai de Benjamin, c'est que c'était un gars loyal déjà, franc et intègre. C'est quelqu'un qui a marqué le football camerounais et a joué avec la fameuse équipe qui a fait honneur du Cameroun à la Coupe du Monde 90 en Italie. Donc c'est une référence le football camerounais. Chef du quartier d'Amour à Edea, l'ancien footballeur reconverti à la gouvernance du football local avait plusieurs cordes à son arc. Toute une vie au service du foot et des hommes qui le lui ont bien rendu à l'occasion de ses obsèques. Après la veillée de ce soir, l'ex-sociétaire d'Olympique de Volier et Diamant de Yaoundé sera inhumé samedi à Sombengue, dans le département de la Sanaga-Maritime. Le réseau des instances africaines de régulation de la communication exprime son satisfecit au terme de la visite de travail qu'elle a achevée ce jour au Cameroun. Pendant 5 jours, les membres du réseau ont rencontré les officiels et les associations socio-professionnelles pour un plaidoyer sur la nécessaire régulation des médias et pour une pleine autonomie des instances de régulation. Le reportage de Oswald Medou.
5 jours pour parler de la régulation dans le secteur de la communication. 5 jours pour rallier à la cause du Conseil national de la communication, les politiques et les professionnels locaux du métier. Contrat rempli pour la mission de la délégation du réseau des instances africaines de régulation de la communication. À tous les niveaux, d'abord au niveau des organisations professionnelles de presse, nous avons reçu un accueil favorable. Le ministère de la Communication, qui gère un certain nombre de prérogatives liées à la presse, était favorable. Le Premier ministre nous a le plus épatés. Nous étions également avec le ministre de l'administration territoriale, qui gère un certain nombre de compétences, notamment les questions de liberté. Véritable moment de partage, le Bénin, aux côtés du Maroc, du Togo et du Niger, a mis à contribution son expérience de pionnier en matière de régulation de la presse sur le continent. Nous sommes le pays qui a commencé la régulation depuis 1990 à la fin de la conférence nationale. Notre organe de régulation. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Vendredi 19 janvier, voici les titres de cette édition. La toute première promotion des opticiens sur le marché du travail au Cameroun. Ils sont 22, ils recevaient ce jour leur diplôme de fin de formation à Yaoundé. La rédaction saisit l'opportunité pour interroger un métier déjà envahi par des pseudo-professionnels. Le dossier de la rédaction à suivre en début de ce journal. Les adieux de la nation à Victor Yénéo Somba, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, a entamé ce jour son dernier voyage vers l'éternité. La levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé a mobilisé plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires. Championnat d'Afrique des Nations de football Maroc 2018, les Lions A' redescendent dans l'arène demain samedi face à l'Angola. Après la défaite enregistrée lors de la première sortie, les poulains de Rigobertson n'ont plus droit à l'erreur. On fait le point dans la tanière vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Les pionniers de la profession d'opticien formés au Cameroun sont connus. Les 22 lauréats qui constituent cette première promotion ont reçu leur diplôme ce matin des mains du représentant du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il leur a été recommandé rigueur et professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Lucie Colette Avoulou. Ces lauréats sont issus de la toute première promotion de la validation des acquis de l'expérience au Cameroun en optique lunetterie. Ils étaient 50 au départ à concourir et 22 seulement ont été admis. Après avoir obtenu ma licence à l'université de Yaoundé 1, je me suis rendu à Valdos Optique où j'ai été formé. Je me suis donné à fond et aujourd'hui, je soutiens. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans. Ces spécialistes sont le fruit d'une convention de partenariat signée entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et l'Ordre national des opticiens. Si nous nous retrouvons là aujourd'hui, cela manifeste clairement la volonté du gouvernement à accompagner le secteur de la santé dans sa globalité, notamment ce secteur de l'optique lunetterie. Nous avons remis ce diplôme suite à une session de valorisation des acquis de l'expérience. Il s'agit d'un processus qui respecte un certain nombre de canons. Ils ont été mis en situation professionnelle, c'est-à-dire en situation d'exercice du métier, pour s'assurer que, effectivement, ils détiennent ces compétences et qu'ils sont capables d'exercer le métier. L'obtention du diplôme de qualification permet déjà de fixer le cap. Mais il reste encore un palier à franchir, celui de l'exercice du métier en bon professionnel. Et cette cuvée en a visiblement les moyens. On vient de le voir, l'opticien est un professionnel justifiant d'une formation dans le domaine. Il le faut bien pour exercer le métier, pour fabriquer et vendre des instruments d'optique. Mais au-delà de la formation, il faut également pouvoir s'installer dans des structures adéquates, des préalables et bien d'autres que nous présente ici Agnès Solange-Besselo.
Bienvenue dans l'univers passionnant des verres oculaires. Ici, déjà taillés de manière à rendre la vue nette et distincte. On vérifie la dioptrie qui est le numéro en passant par là. Puis on a les différents numéros. Pour en arriver à ce résultat remarquable, il faut un matériel de pointe, des verres oculaires bien sûr, mais surtout des mains habiles et une expertise établie d'un opticien. Une fois que l'ophtalmologue a fini son travail, il confère le patient chez l'opticien. Et l'opticien, à son tour, essaie de réaliser avec le patient la prescription qu'a faite l'ophtalmologue. Francis a 12 ans d'expérience dans ce métier. 12 ans qu'il taille, monte et vend les lunettes optiques. Avant de s'installer, il faut être diplômé. Après la sortie, il faut s'inscrire à l'ordre des opticiens. Donc après, vous avez peut-être 2 ans, puis il faut travailler pour pouvoir exercer. En bonne voie. Une commission a été commise, comme vous le savez, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt, il y a eu 14 soumissions et la commission créée est en train de sélectionner lesquels parmi ces soumissionnaires vont être appelés à déposer des offres dans le cadre de l'automatisation de 14 postes de péage pour 2018. On place aussi des chantiers de 2018, l'entretien, la réhabilitation et la prévention routière. Le fonds routier espère pour cela collecter près de 60 milliards de francs CFA. Douala et Denao, c'est la nationale 3. Nous sommes dessus. On a aussi Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Kousseri. On a aussi Yaoundé, Bafoussam en partie. Yaoundé et Bolova Kiosi qui sont dans le portefeuille du fonds routier pour 2018. Créé il y a 22 ans, le fonds routier est aussi attendu sur les chantiers de la Cannes 2019. 5 à 10 milliards de francs CFA sont mobilisés pour faciliter les déplacements pendant la grande messe du football. Le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun était cet après-midi l'hôte du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, et son Excellence Rowan James Laxton ont évoqué des questions d'intérêt commun en vue de renforcer davantage la coopération riche et fructueuse entre les deux États. Cette première visite de courtoisie du haut-commissaire de Grande-Bretagne a permis aux deux personnalités d'échanger également sur l'importance de la communication au Cameroun et dans la diplomatie. Cameroun, États-Unis, cette fois de nouvelles perspectives de coopération en vue. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique était ce vendredi l'hôte du ministre de l'Environnement. Son Excellence Peter Henry Ballerin et Hélé Pierre ont échangé sur le nouvel élan qu'ils souhaitent apporter à cette coopération riche et fructueuse qui existe déjà entre le Cameroun et les États-Unis. Augustin Bichoka. Cette audience d'une demi-heure accordée à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun par le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable s'inscrit dans les usages diplomatiques qui prescrivent à un nouvel ambassadeur de prendre langue avec les autorités du pays où il vient d'être accrédité. La visite de courtoisie de son Excellence Peter Henry Ballerin au ministre Hélé Pierre était l'occasion pour les deux personnalités de revisiter les actions de partenariat développées par les États-Unis d'Amérique
vous-même maintenant sur le terrain. Donc vous aurez l'agrément maintenant délivré par le ministre de la Santé publique. Son entreprise emploie aujourd'hui 3 personnes, pas plus. Pourtant, il reconnaît qu'il faut ramer pour s'en sortir. On peut être rentable peut-être au bout de 2 ans parce qu'il y a un investissement qu'il faut faire d'abord. Parce qu'il faut acheter d'abord des stocks de marchandises, de montures, avoir peut-être un petit stock de verre, avoir des mobiliers. Un mobilier, il faut payer un loyer, il faut payer des machines pour pouvoir travailler. Donc il faut un investissement quand même, peut-être même de un peu 2-3 millions au départ. Un univers captivant de professionnels avec pour héritage les formes, ici conservées par de nobles praticiens. Au nom d'un nouveau look, la paire de lunettes acquise chez l'opticien du coin de la rue fait l'affaire de plusieurs Camerounais. Une parade pour une clientèle au pouvoir d'achat réduit, une véritable aubaine pour les acteurs du secteur, des pseudo-opticiens qui, à Yaoundé, ont investi l'avenue Kennedy et sillonnent les rues du centre-ville afin d'écouler leurs marchandises qui n'est malheureusement pas sans conséquences. Daniel Menanga scrute à la loupe le secteur. Prescription de lunettes médicales au coin de la rue. Les opticiens ambulants se font discrets devant la caméra, conscients de la clandestinité de leur activité. Daniel veut s'acheter une paire de lunettes. Ceux qui sont en route vendent simplement des lunettes. Venir chez l'opticien est bénéfique à tous les niveaux pour moi. Ils sont entraînés pour ça, ce sont des opticiens. Ils sont entraînés pour la cause, ils connaissent mon besoin, ils vont répondre parfaitement à la prescription que l'ophtalmologue m'a donnée. En fait, l'opticien lunetier est un auxiliaire de santé. Son rôle, améliorer, maintenir, restaurer et protéger la vision, toute une école. Les lunettes médicales, c'est comme les remèdes compressés et qu'ils ont une posologie qu'on doit prendre. Donc vendre les lunettes à la rue, ce serait comme si on vendait les médicaments à la rue. Mais le commerce des lunettes médicales continue de prospérer chez les vendeurs à la sauvette. Tout un réseau s'est créé. Les opticiens qui sont formés pour le Cameroun, on en manque même déjà. Donc la majorité qui sont formés sont dans les cabinets d'optique. Les clients des lunettes au coin de la rue trouvent satisfaction dans les coûts. Les conséquences, ils les payent au prix fort de leur vue. Nécrologie dans ce journal, Victor Yene Osomba, secrétaire général de l'Assemblée nationale, a entamé ce jour son voyage vers l'éternité. La levée de corps de ce haut commis de l'État a eu lieu à l'hôpital général de Yaoundé. Elle était suivie d'un hommage à l'Assemblée nationale et d'une messe pontificale en la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Involier. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et du Parlement ainsi que de nombreux collaborateurs. Le reportage de Claristan. La qualité des présences à la morgue de l'hôpital général Yaoundé ce jour traduisait à suffisance la qualité et la valeur de l'illustre disparu. Ils sont venus en nombre, les membres du gouvernement, dont le banc en ce lieu affichait presque complet, les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale, avec en bonne place les hauts responsables de l'auguste chambre, les membres du cercle des Amis du Cameroun, les CERAC, les amis, les collaborateurs, la famille, tous ont tenu à être présents pour ce voyage sans retour entamé par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Victor Yene Osomba. Et à tous, l'archevêque métropolitain de Yaoundé rappellera que la mort n'a pas le dernier mot sur l'homme, que la mort de Victor, pleine d'engagement à tout niveau, aide chacun à repenser ce qu'il est. L'hommage aux disparus s'est poursuivi au palais de l'Assemblée nationale, où l'émotion était à son comble. Précédé par la gerbe de fleurs du couple présidentiel, accompagné par sa veuve éplorée, Claire, Victor Yene Osomba a fait sa dernière entrée dans la salle des portraits de l'institution, cette fois portée par ses huissiers, une procession bouclée par les responsables du cabinet du chef de chambre et les proches collaborateurs du regretté secrétaire général. Sous la conduite du clergé, dans le recueillement et la dignité, les élus, l'ensemble du personnel de l'institution ont élevé l'âme du défunt à l'éternel. C'était un patron compréhensif, c'était un patron qui prenait toujours la peine d'écouter ce que vous lui proposiez comme solution. C'était un patron auprès duquel moi personnellement j'ai beaucoup appris. Un homme très gentil, très sympathique. L'organe de référence parce que nous avons toutes les attributions
qu'il faut pour un régulateur, notamment l'autonomie, notamment le fait que c'est une institution constitutionnelle, notamment parce que nos décisions sont exécutoires. Et le Conseil national de la communication d'afficher sa satisfaction au bout d'une mission mutuellement bénéfique. Ils partent avec une très bonne impression et nous aussi, après avoir appris tout ce qu'ils ont dit, nous avons le soutien particulièrement du gouvernement. C'est quelque chose que avant le gouvernement n'est pas venu pour nous dire qu'on vous soutient. De quoi envisager avec plus de sérénité l'avenir. Pendant les 5 jours qu'aura duré leur mission intercamerounaise, les membres de la délégation du RIAC ont su baliser le chemin pour leur institution certes, mais aussi pour le Cameroun qui en assurera dès décembre prochain la présidence. La grande enquête ce soir nous transporte dans une véritable nébuleuse, le circuit d'approvisionnement de la drogue en milieu scolaire. Un réseau de distribution a été identifié à Yaoundé. Il est alimenté entre autres par des petits commerçants. Le mal est profond et impose la vigilance des responsables d'établissements, de la communauté éducative et même celle des pouvoirs publics. Pierre Binambarga a mené l'enquête. Le phénomène est sérieux, la situation préoccupante, les dommages graves et profonds. La consommation de la drogue en milieu scolaire, le cannabis, le tramol, le banga. Les dénominations sont nombreuses, se retrouvent à l'intérieur des campus par des réseaux maîtrisés par certains experts. Nous avons 2 pistes. La première, c'est celle des vendeurs de bonbons et la deuxième piste, c'est ces individus, parfois âgés, et dont la mine ne présage pas ou alors ne prédispose pas à ce genre de pratiques. À proprement parler, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons les réseaux. De temps en temps, on attrape certains de nos élèves avec le tramol. La drogue dans les lycées et collèges cause de sérieux ravages. La drogue, c'est une substance chimique énergique qui est néfaste pour la jeunesse car elle nous entraîne à faire certaines choses qu'il ne faut pas faire. Vous devenez en fait inapte, vous êtes dans l'incapacité, vous ne pouvez plus rien faire en fait. Le mal est grave, des élèves très nombreux d'ailleurs maîtrisent les travers et les revers de la calamité. Chaque matin, je prie l'Éternel afin qu'il me protège de ce fléau qui mine notre société et j'invite aussi tous mes camarades, élèves à faire de même. Dans les établissements, pour atténuer le drame, la fouille est systématique et le règlement de compte sans pitié est appliqué dans sa dernière rigueur. On procède par les fouilles systématiques des sacs. Et parfois quand ils prennent ces drogues-là, ils tombent. Il y a aussi des élèves dealers, c'est-à-dire les distributeurs. Ceux-là sont d'office renvoyés. Pour ceux qui sont des apprentis consommateurs de tramol et de drogue, eh bien, nous les envoyons engager un traitement. Le gouvernement est sur le sujet pour tordre le cou au phénomène. 34 belles récompenses pour une vingtaine de personnels du fonds routier, une grande première pour les agents de cette structure étatique qui recevaient ce jour des médailles d'honneur de travail en argent, vermeil et or. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a invité ces médaillés du jour à demeurer des modèles et à continuer à œuvrer pour la bonne marche de la structure qui les emploie afin de toujours bénéficier de la confiance de la hiérarchie. Je vous invite à présent à faire plus ample connaissance avec cette structure étatique chargée de centraliser les ressources financières destinées à l'entretien et à la réhabilitation des routes. Le fonds routier espère collecter 60 milliards de francs CFA cette année. Parmi les défis, l'autonomisation des pesages routiers et la réhabilitation des principaux axes. Le point avec Alvin Gizelzi. Les postes de péage au Cameroun sont en déphasage avec les exigences de la modernité. Les opérations de fonds sont manuelles, ce qui pose un problème de contrôle et de sécurité des ressources. Fort heureusement, le gouvernement a pris la pleine mesure de la situation. Le processus d'automatisation des péages est